décidé de se lancer dans une randonnée hardcore. 4 heures de montée, dont 3 heures dans la jungle et 1 heure qui finissait quasiment dans la nuit parce qu'on est parti assez tard. Et donc je devais sortir la caméra hier à la base, mais au final j'ai pas eu le courage parce que je sais même pas si on serait arrivé vivant en haut tellement que c'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'on pouvait pas s'asseoir, donc on est monté pendant 4 heures. Un dénivelé de quasiment 3 tours Eiffel, enfin même plus 4 tours Eiffel parce qu'on a monté 110 mètres de dénivelé en 4 heures, donc c'était très difficile. Donc je vous emmène avec moi ce week-end en Colombie où on va dans un hostel. Je vous mettrai les photos d'hier soir là où on a pu dormir. Et là ce soir on va dans un autre hostel plutôt style hôtel qui est beaucoup moins en altitude. Ça va être un peu plus tranquille pour vous filmer tout ça, mais hier j'ai pas eu le courage, c'était vraiment trop compliqué. Je vais profiter de cette vidéo et de ce petit vlog ici en Colombie pour vous parler des choses à faire en 2026 pour performer en tant que closer freelance ou même freelance tout court en vrai de vrai. Donc voilà, je vais vous partager ça durant tout le vlog. D'ailleurs, by the way, hier, on aurait pu monter en moto. Je vous avoue que j'ai hésité 5 minutes à me dire, ok, est-ce qu'on y va en moto ou est-ce qu'on y va à pied? Mais au final, je me suis dit, tu vas pas autant apprécier d'arriver en haut et la vue en haut si tu y vas en moto que si tu y vas à pied. Donc on a décidé d'y aller de hard way. Et on a souffert, c'était très inconfortable, mais on l'a fait. Et d'ailleurs, c'était une des premières leçons. Et ben, en tant que sales, en tant que closer, on a besoin d'être pas confortable avec l'inconfort, mais faire quasiment exprès et faire en sorte d'être confortable. Pourquoi? Parce que on challenge les gens toute la journée, on les aide à prendre des décisions inconfortables. Et donc si toi-même t'es pas inconfortable, et ça peut être pour des choses anodines, et bien malheureusement tu seras pas congruent. Et d'ailleurs tout à l'heure je pensais à quelque chose, c'est que si je regarde mes 3-4 dernières années, parce que moi j'ai commencé tout ça fin 2021, mais en fait à partir de 2021 à fin 2024, j'ai été très inconfortable. Fin 2021, je prends ma voiture pour aller en Bulgarie, départ sud de la France jusqu'en Bulgarie, puis Istanbul en voiture. Puis je finis par investir en moi un programme à 7000 $ pour apprendre à devenir, alors pas forcément coach, mais pour apprendre à vendre des cours en ligne à l'époque. Et puis ensuite, je décide d'aller en Colombie parce qu'un pote à moi connaissait la Colombie, donc je décide d'y aller. Puis là, je suis encore plus inconfortable parce qu'à ce moment-là, je perds beaucoup d'argent que j'avais investi parce que je croyais encore à l'argent facile. J'avais investi ça dans des robots de trading que je perds. Donc là, je deviens très inconfortable une fois de plus. Puis je continue. 2022 passe, j'apprends de mes erreurs, je commence à développer mes compétences en ligne. 2023 démarre, je trouve une nouvelle offre et puis je démarre full-time closer sur cette offre. Et au final, 3-4 mois après, je fais mon premier 10K par mois. Et puis là, j'ai été très inconfortable durant toute l'année. Pourquoi? Parce que j'étais le seul salesman, le seul closer de mon entreprise, l'entreprise dans laquelle j'étais. Tous les lundis, bien évidemment, on me demandait des comptes. Alors, que s'est passé cette semaine? Combien tu en as closé? Pourquoi ça n'a pas closé? Etc. etc. Donc j'ai été très inconfortable pendant plus de 6 mois. Et en fait, si on regarde tout ça, pendant tout mon parcours, je voyageais, je vivais des expériences, je vivais la vie en fait. Et il y a beaucoup de personnes, ou même de closers, ou des gens en général dans la vie qui ne comprennent pas que à la fin de la journée, la vie, il faut la vivre, tu vois. C'est compliqué de devenir un leader si jamais tu découvres pas de nouvelles expériences, si tu vis pas réellement la vie. Si ta routine à l'heure actuelle, c'est juste métro, boulot, dodo, malheureusement, déjà, tu vas vivre à 10% de ton potentiel. Mais en plus de ça, tu n'auras jamais de grosses expériences gravées dans ta mémoire. Parce que moi, si je regarde bien, depuis, j'ai eu de la chance de voyager assez petit, mais si je regarde les expériences les plus folles et les souvenirs les plus fous que j'ai dans ma mémoire, à chaque fois ça a été des voyages, c'est ça qui vraiment m'a forgé. Et donc quand on me dit Valentin, mais comment tu fais pour avoir cette posture de le gars sceptique, le gars challenger, etc. En fait c'est presque pas de ma faute en fait, c'est juste que j'ai vécu la vie, tu vois. À 15 ans, je suis parti 3 mois vivre au Danemark dans une famille d'accueil. Je parlais pas anglais, donc c'était la galère de ouf. Puis j'allais à l'école là-bas en plus au Danemark. J'ai été scout, j'ai fait le BAFA, j'ai été moniteur de parcours acrobranche. J'ai fait plein de trucs, tu vois, qui ont rajouté de l'expérience à ma vie en fait. Et qui m'ont, si tu veux, forgé. Et forcément, là, tu vois, par exemple, et je reprends un exemple bête, comme la rando qu'on a fait hier et qu'on fait encore aujourd'hui, parce que là, on redescend en 3 heures. Juste le fait d'avoir été très inconfortable hier, et je vous garantis c'est très inconfortable, je dis pas ça avec des pincettes, le prochain appel que je vais avoir, c'est beaucoup plus facile pour moi de challenger la personne, tu vois. Parce que mon subconscient est en mode,
mec, toi tu as été inconfortable, tu peux aider cette personne-là à l'être également, tu vois. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne à la fin de la journée. Peu importe le discours qu'ont votre formateur ou votre coach, etc. Là, ce que je vous dis, c'est juste une loi universelle. C'est si t'es pas inconfortable, si tu fais pas des choses inconfortables, tu pourras jamais aider les autres à prendre des décisions qu'ils n'ont jamais réussi à prendre jusqu'à présent, parce que c'est inconfortable. Donc voilà, vivez la vie, arrêtez de penser, d'avoir des croyances limitantes que pourquoi il faudrait gagner 3, 4, 5 000 ou 10 000 euros par mois pour voyager. C'est complètement bullshit. Moi, quand je suis parti la première fois à l'étranger, je gagnais même pas d'argent en fait. Je gagnais peut-être 800 euros de chômage au début. Puis après, j'ai commencé à entreprendre sur Internet. Donc arrêtez avec vos croyances limitantes de merde. Juste voyagez, vivez des expériences, forgez-vous et vous allez voir, tout ira bien. Alors ça, regardez les amis. Osso! Bon, il m'écoute pas. C'est un chien libre. Il redescend pendant 3 heures avec nous. Il était au refuge en haut avec nous. Et en fait, il habite tout en bas de la montagne, à plus de 11 km. Donc là, il redescend avec nous. Donc lui, c'est un vrai chien libre. Donc là, en fait, c'est extrêmement humide. Pourquoi? Enfin, il y a carrément une source d'eau à quelques centaines de mètres au-dessus. Là, si on suit, si vous montez là, vous voyez, c'est extrêmement humide. Là, tout en haut, il y a une source, c'est pour ça que ça fait ça. Donc du coup, partons sur le premier principe, la première chose à ne surtout pas faire en 2026 pour être un top closer. Tout simplement de croire que ta certification ou ta formation va suffire. Ou même que tu dois attendre ta certification pour commencer, en fait, c'est quasiment pareil. Sache que de 2021 à 2024, ça c'était possible. En 2025 déjà, ça s'est fait beaucoup moins. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient certifiées, closer, par des formations, mais qui n'arrivaient pas à trouver de boulot. Beaucoup. À l'inverse, et pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est parce qu'à l'inverse, j'ai des clients à moi qui n'avaient jamais fait de closing de leur vie et qui ont pu closer au bout de 25 jours, 20 jours, 15 jours même. J'en ai un qui a carrément trouvé une offre en envoyant un cold loom sur Instagram. Mais pourtant, il n'avait pas de certification, il n'avait pas d'expérience en closing. Donc c'est la preuve qu'en 2026, la première chose à ne pas faire, et on commence par la base, c'est tout ce qui est lié à l'offre, c'est de croire que tu vas signer une collaboration rentable parce que tu as une certification. Ok, oublie ça. Ce qui fonctionne le mieux, c'est la pratique. C'est est-ce que tu sais ce que tu fais? Est-ce que tu sais surmonter les objections? Est-ce que tu sais faire un discovery propre? C'est-à-dire qui ressemble à quelque chose et qui est challengeant pour le prospect et qui l'amène à prendre une vraie décision, etc. Tout ça, c'est intéressant. Avoir la bonne énergie, savoir s'exprimer, savoir challenger au bon moment, ne pas accepter les excuses de son prospect, comprendre ce dont il a besoin. Enfin bref, tout ce qui est technique et évidemment ton énergie. Et qui tu es aussi en tant que closer, c'est ça qui fait qu'en 2026, tu vas être recruté facilement et même que tu vas passer devant des closers qui sont soi-disant certifiés alors que tu n'as pas forcément d'expérience ou même que tu n'as encore jamais closé. Regardez cet arbre et les lianes qu'il y a attachées à l'arbre. Alors je ne sais pas si on voit très bien. Et déjà, il y en a une qui est juste là devant moi. Je pense que vous la voyez. On peut tourner autour, elle est juste là. Bref, en Europe, ça n'existe pas, ça n'existe que dans les pays tropicaux. Bon, tu vois, j'ai enlevé la veste, on est descendu de un bon 600, même plus, je pense, un bon petit 700 mètres d'altitude. Donc il fait plus chaud, puis c'est un peu plus tard dans la journée. On est 1h30 après, voire même 2 heures après la première vidéo que j'ai tournée. Du coup, deuxième chose à ne surtout pas faire. Pour savoir être un top closer en 2026, il faut savoir aussi comment faire, enfin, quoi ne surtout pas faire pour l'être en fait. Donc la deuxième chose à ne surtout pas faire, c'est négliger son state. Le state en anglais, qu'est-ce que c'est? C'est l'état d'être. L'état d'être, qu'est-ce que c'est? C'est, si tu veux, le niveau de vibration à l'instant T que tu as. Je te donne un exemple. Si tu commences un appel et que tu as mangé McDonald's, le McDonald's, si tu veux que tu as mangé, c'est un niveau de nourriture qui est très basse fréquence. Pourquoi? Parce que c'est de la nourriture qui est transformée, c'est de la mauvaise viande. Bref, donc c'est un niveau de fréquence très faible. Si tu mets ça dans ton corps, ça va baisser ton niveau de vibration. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton état d'être sera plus bas, plus négatif que si tu étais neutre ou que si tu avais bien mangé en fait, tout simplement. Si tu avais mangé de la nourriture qui vibre bien plus haut que McDonald's en fait. Ça veut pas dire que c'est qu'une question de nourriture, ça veut dire que par exemple la musique que tu écoutes avant tes appels, tu as besoin qu'elle te donne la bonne énergie entre guillemets ou qu'elle neutralise ton énergie. Ça veut dire que tu as besoin d'avoir une routine qui te permet de, entre tes appels, faire une espèce de tampon pour avoir le meilleur état d'être possible avant tes appels, pour être à ton plein potentiel et être réellement présent dans tes appels. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que quand on regarde un appel de closer, pas forcément débutant, mais de closer voilà, qui a des résultats, on va dire, assez moyens ou normaux, quoi. Parfois, juste en regardant
l'état d'être dans lequel il est, son niveau d'énergie dès le début de l'appel, on peut savoir s'il va closer l'appel ou pas. Juste à son état d'être. Donc c'est extrêmement important, ça fait partie, c'est macro, c'est pas micro. Là on pourrait se dire ouais mais c'est pas super important, l'important c'est de savoir surmonter les objections. Non, pas vraiment, parce que si tu as le mauvais état d'être et que ton prospect ressent que tu n'es pas réellement présent dans l'appel, que tu vas complètement bafouer ton process, que tu vas pas poser les questions que tu devrais poser, etc. Malheureusement, tu vas louper la vente. Donc ça, c'est le deuxième chose à ne surtout pas négliger, c'est travailler l'énergie que tu as lorsque tu démarres tes appels, la confiance en toi que tu as, avec quelle intention tu démarres tes appels. C'est super, super important. Allez, ça y est, on arrive de la rando. Il nous reste quelques centaines de mètres. Vraiment dur. C'est une des randos les plus dures que j'ai fait de ma vie et pourtant, à partir de 4-5 ans, déjà, je marchais dans les Alpes. C'est un des premiers sports que j'ai fait, la randonnée. Putain, celle-là, elle pique, hein, parce qu'il n'y a vraiment pas de pause. Tu peux difficilement t'asseoir. Tu es dans la jungle, il fait un peu humide, enfin il fait beaucoup humide et un peu chaud. Même la descente, c'était pas facile physiquement, quoi. Bref, on a réussi, on est vivant. À toutes. J'en profite du coup pour parler du troisième point pour devenir un top closer 2026, c'est de ne surtout pas oublier quel est le but de son appel de vente qu'on a avec nos prospects. C'est simplement de parler du vrai sujet, guys. Parler de la vérité en fait. Que réussir c'est dur, que l'objectif de ton prospect il est difficile et donc ça demande un sacrifice qui est plus difficile que juste ce que fait la moyenne des gens. Quand ton prospect à la fin de l'appel te dit que 5 000 € c'est beaucoup, ou 10 000 € c'est beaucoup, ou 3 000 € c'est beaucoup, bien sûr que c'est beaucoup, mais parce que ce qu'il veut c'est beaucoup aussi. Ce qu'il veut c'est avoir une vie différente qu'ont la plupart des gens, donc ça demande un sacrifice différent, tu vois, qui est supérieur à ce qu'il pensait, parce qu'il n'a jamais atteint l'objectif. Donc il ne peut pas savoir de toute façon combien est-ce que ça peut coûter. Et donc votre but dans l'appel, ce que vous devez bien comprendre, c'est que votre prospect il doit être closé bien avant de le pitcher. Bien avant de le pitcher, vous devez ressentir que vous pouvez mettre votre main à couper qui va acheter. Pourquoi ? Parce que vous avez mis le doigt sur ce qui fait qu'il est bloqué, ce qui fait qu'il n'a pas la vie qu'il veut. C'est qu'il n'a pas été capable de prendre le taureau par les cornes, il n'a pas été capable de voir la vérité en face, il n'a pas été capable de prendre les décisions qu'il avait besoin de prendre, et ça, sur ça, il prend ses responsabilités. C'est ça qui fait que vous allez les closer avant de les pitcher. Et donc rappelle-toi de ça, qu'aujourd'hui, même si tu closes encore avec un script, parce que tu es peut-être débutant et tu n'as pas encore l'habitude d'avoir des conversations fluides, etc. Sache que même si tu as un script, ton but c'est quand même d'avoir des vraies conversations avec eux sur la vérité, sur le fait qu'ils vont devoir surmonter leurs peurs, ils vont devoir faire des choses différentes que font la moyenne des gens, sinon ils auront les mêmes résultats que la moyenne des gens. Donc ça c'est très important. Closer son prospect avant de le pitcher et faire un bon discovery pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est dans sa situation. Parler du vrai sujet. Je ne peux pas être plus clair que ça. Maintenant c'est plus qu'une question de poser des questions. Être curieux, poser les bonnes questions pour comprendre sa situation et avoir de la clarté sur de quel type d'aide ce gars a besoin. Avoir besoin de leadership en face de lui, ça c'est tout le temps le cas. Mais en tout cas, tu as besoin d'avoir des conversations en profondeur avec tes prospects. Si tu fais pas ça, tu seras jamais un top closer en 2026. Tu vas continuer à galérer, tu vas pitcher des gars qui tu te dis putain je le pitch mais je ressens que ça va peut-être pas passer. Vous n'avez pas eu une vraie conversation, vous n'avez pas parlé du sujet qu'il avait besoin d'entendre. Et that's it. Les gars, on vient d'arriver à notre hostel de ce soir. On est en pleine jungle, il est assez stylé. Il pleut un petit peu, mais regardez l'endroit, c'est assez sympa. Il y a en gros des maisons, vous voyez, c'est des apparts comme ça. Donc nous, on en a un là, on est dedans. On a le nôtre, c'est privatisé quoi. Donc assez cool. Là, il pleut, on va aller faire un petit tour à la piscine pour voir ce que ça donne. De retour à la piscine les guys, alors elle est super froide, du coup je vais pas me baigner pour l'instant, j'irai après parce qu'avec la caméra j'ai peur qu'elle tombe dedans tellement qu'elle est froide. On va de ce pas passer au 4e point à ne surtout pas faire en 2026 si tu veux devenir un top closer. C'est de pitcher des prospects qui tu sais que ton intuition te dit qu'ils passeront pas à l'action. C'est super important. Pourquoi ? Parce que est-ce que tu as déjà closé quelqu'un ? Tu ressens qu'il t'a bullshité, tu ressens que tu n'as pas réussi à craquer le code avec lui, tu n'as pas réussi à le resserrer comme tu voudrais, tu finis par le pitcher et tu le closes. Est-ce que ça t'arrive de closer ces gars-là ? Non, ça arrive jamais. Il ne faut pas que tu fasses ça en 2026. Okay, c'est le 4e point le plus important, c'est il ne faut pas que tu pitches des personnes si tu sens que tu ne vas pas closer parce que tu n'as pas eu la conversation que tu voulais avoir. Donc, quelle est la solution ? C'est qu'en fait, la solution, c'est qu'il faut que tu cuises ton prospect pour que le steak soit immangeable en fait. C'est même pas qu'il faut qu'il soit cuit le steak, c'est qu'il faut qu'il soit immangeable. Ça veut dire que le gars, tu l'as roulé dans la boue. Vraiment. Alors tu vas me dire, ouais mais Valentin, justement parfois je sais pas comment
réussir à avoir plus de douleur de mon prospect, j'arrive pas à avoir la conversation justement, je sens que j'ai pas assez de levier mais j'arrive pas justement à avoir du levier avec lui. Comment est-ce que tu fais dans ce cas-là? Eh bien ce que je fais, c'est que je continue à poser des questions pour voir son niveau de commitment en fait. Ok, sur une échelle de 1 à 10, parce que tu me dis que tu es prêt, tu me dis que c'est maintenant que tu as envie de le faire, mais sur une échelle de 1 à 10, 1 c'est t'as pas du tout envie de changer, t'es complètement ok de rester comme ça, et 10 c'est t'es extrêmement frustré, t'as besoin de changer dès maintenant parce que tu veux plus vivre plusieurs semaines ou plusieurs mois comme ça, t'en es où toi actuellement? Tu vois, je vais continuer en fait à le rouler dans la boue pour qu'ils me disent non, je veux changer, je veux changer, je veux changer, pour qu'à la fin de l'appel, bah ils sont en mode j'ai pas le choix, je dois changer. Et si j'ai pas l'argent, je vais trouver l'argent. Et ça, là, ce que je te partage, c'est justement le plus difficile en fait. C'est d'avoir la maîtrise interne pour même quand ton prospect, t'arrives pas à le cerner, t'arrives pas à craquer le code avec lui, continuer dans le discovery et ne pas le relâcher. On appelle ça la libération. Tu veux pas le libérer. Tu veux pas le libérer du discovery tant qu'il t'a pas donné exactement ce que tu voulais qu'il te donne. Parce que tu sais que ça va pas closer. Donc pourquoi le faire? Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, super important. Ça guys, on pourra en reparler. Si tu as des questions sur ça, n'hésite pas à me contacter sur Skool, sur Instagram, on en discute. Et c'est super important. Point numéro 4. Ok les gars, on vient de se réveiller. On est dimanche matin. Regardez la vue depuis la chambre, on va aller vite déjeuner. Je vais vous montrer à quoi ressemble un petit déjeuner colombien. Yo les gars, on est dimanche matin, on a dormi énormément, on n'avait pas mis de réveil, du coup on est arrivé un peu en retard au petit déjeuner. Je vais vous montrer ce qu'on mange ici en Colombie le matin. En général, ils mangent souvent des fruits, des œufs le matin. Et là, il y a aussi des arepas. En gros, c'est une espèce de crêpe avec de la... C'est une espèce de pancake mais au maïs, je vous montre ça. Voilà, donc comme vous voyez, des œufs avec de l'ananas et ici des arepas, donc c'est une espèce de pancake au maïs. Et ici on a un jus de tomates d'arbre, ils appellent ça, mais c'est une espèce de tomate cerise, quoi. Bon, apparemment le jus c'est pas une tomate cerise, hein, c'est ça, c'est une espèce de tomate d'arbre, ça s'appelle. Ça ressemble à ça, ça n'existe pas en France. Voilà, stylé, c'est assez bon, c'est assez sûr. Bon, j'ai quitté l'hostal, il est 11h, on a fait le check-out. Je suis parti un petit peu marcher le long de la rivière qui longeait l'hôtel là. Alors les amis, sachez que c'est le vlog en Colombie le plus tranquille celui-là, puisque bah voilà, on est dans la jungle, ça va, il y a juste des arbres à filmer. Je vous parle de comment être un top closer en 2026. Les 2 prochains seront beaucoup plus épiques, puisque celui d'après, on sera dans la vallée du café et je serai avec Lorenzo, un de mes meilleurs potes, qui est copywriter et qui a été aussi closer, qui gagne beaucoup d'argent en ligne. Et donc le vlog sera avec lui. Et puis le 3e, ça sera à Medellín avec un pote à moi colombien et on va aller faire des courses de voitures de nuit et tout. Enfin bref, ça va être Need for Speed le truc. Ça va être très stylé. Mais du coup, j'en viens, ça me fait penser au fait que je dois vous parler du 5e point à ne surtout pas faire, enfin la 5e chose à ne surtout pas faire pour être un top closer en 2026. Ça va être concernant le pitch. Alors, avec un pitch trop compliqué, voire même sans réellement montrer de preuves tangibles que ce que tu expliques fonctionne. Je t'explique. Il y a de plus en plus d'offres, il y a de plus en plus de gens qui ont fait de coaching, il y a de plus en plus de prospects que tu vas avoir qui ont déjà fait plusieurs appels comme ça, qui ont déjà vu des closers comme toi, qui leur pitchaient, qui leur racontaient la chose qu'ils avaient à vendre. Le problème que ça crée, c'est quoi? Ça crée du doute, ça crée du scepticisme vis-à-vis de est-ce que ta solution est la meilleure pour eux. Donc moi, ce que je t'invite à faire en 2026 pour être un top closer, c'est de surtout pas pitcher en mode tiens, mais voilà notre truc, bah tu prends ou tu prends pas. Non, ce qu'il va falloir faire, je te garantis, ça va être dans le pitch, intégrer des résultats clients, montrer que pourquoi est-ce que votre solution elle est sûre et que à partir du moment où le prospect passe à l'action, il va avoir des résultats massifs. Donc appuyez sur le fait que oui, vous avez des résultats, voici les derniers résultats qu'on a eu, voici pourquoi ça marche, etc. Il va plus falloir juste pitcher en mode ben voilà, pilier 1, pilier 2, pilier 3, ça va bien se passer. Non. Les gens maintenant, ils veulent de plus en plus être sûrs. Ils ont déjà perdu de l'argent, ils ont déjà investi, ils sont déjà fait scammer. Donc il va plus falloir pitcher à la volée, il va falloir vraiment leur montrer des réels témoignages, des réelles choses qui ont fonctionné, parce que sinon ils vont juste être sceptiques, juste avoir trop peur de passer à l'action. Donc ça c'est très important. Donc ensuite, techniquement, comment est-ce que tu peux faire ça durant le pitch? C'est assez simple. À la fin de ton premier pilier, quand tu expliques que la première chose que tu vas faire avec ton prospect c'est X, Y, Z, eh bien tu lui montres comment est-ce que par exemple
Martine ou Marjorie a réussi à appliquer ce premier pilier dans son business pour avoir X, Y, Z de résultats. Ensuite, quand tu pitches la deuxième chose, tu vas pouvoir montrer qu'en fait, cette chose-là, par exemple, Lucie qui avait le même problème ou Bastien qui avait le même problème que ton prospect, bah, ils ont réussi à l'appliquer, ils ont eu tel résultat. Et donc, montrer des preuves tangibles que chaque chose que tu pitches dans le pitch a fonctionné et est en train de fonctionner maintenant en 2026 ou enfin fin 2025 ou 2026. Super important ce que je vous dis là, ça va vraiment augmenter ton taux de closing, de montrer des preuves tangible que ce que tu racontes existe et apporte des résultats en fait, tout simplement. J'en profite pour vous montrer ces arbres, regardez, si particuliers, ces géants bambous. Ça n'existe pas en Europe, d'aussi gros bambous, je ne sais pas si vous voyez, mais ils font au moins 30 cm de diamètre, si c'est pas plus, ils sont vraiment gros. Ok les gars, en direct du taxi moto, on va au restaurant du père de ma compagne, Rouillana. Il y a un bon 40 minutes de transport. Les amis, on est bien arrivé au restaurant du père de ma copine. Juste à côté, ils sont en train de jouer à la pétanque colombienne. Donc regardez, ils sont ici et ils doivent mettre une balle de plomb dans le carré de terre que vous voyez juste devant nous là. Il y a 2 pétards qui sont plantés dans la boue et en fait quand le plomb touche le pétard, ça explose pour dire que bah, t'as gagné un point quoi. Donc voilà, assez épique. Alors les amis, là on est sur un plat typiquement colombien, donc on a de l'avocat. De Santander. Oui, alors c'est du colombien mais de la région Santander, de base la famille est de Santander, donc c'est région montagneuse près du Venezuela. Mais ici le restaurant, il est à Santa Marta dans les Caraïbes. Donc le restaurant de son père est, c'est un peu comme si tu avais un restaurant marseillais à Paris, tu vois, ou un restaurant marseillais de la bouffe normande à Marseille, tu vois, c'est un peu pareil. Donc on va voir ce qu'on a à manger. Alors il y a quelques frites pour les glucides, il y a de l'avocat, mais surtout il y a de la grosse carne, de la grosse viande. Donc il y a du porc, il y a du poulet ici à gauche et de la viande de bœuf ici au milieu. Il y a un peu de salade, de tomates, mais voilà, pas mal de viande, avocat on va manger et quelques frites. La boisson ici, c'est une boisson... c'est de la bière avec de... C'est quoi déjà? Ouais, c'est une espèce de Monaco, mais colombien quoi. De la bière avec une liqueur, de la liqueur. Ouais, c'est du sucre de canne quoi. Bref, ils mangent beaucoup de viande, les Colombiens. Beaucoup de viande. Dites-vous, dans la ville ici, à Santa Marta, je suis allé visiter l'abattoir pour une ville de 300 000 habitants, un peu moins. Il y a combien de personnes à Santa Marta? Il y a 300 000 personnes, un truc comme ça. Ils tuent à peu près 1000 vaches par semaine, ce qui me paraît quand même pas mal en termes de kilos de viande. Donc ouais, ils mangent beaucoup de viande ici en Colombie, mais particulièrement sur la côte. Allez, bon app, on y go. La viande est cuite il la laisse sécher au soleil. Ensuite, alors pas toute, hein, mais par exemple celle-là. Ensuite, ils la cuisent dans l'ail et en plus de ça, ils la cuisent au charbon. Donc il y a vraiment un gros goût de barbecue. D'ailleurs, vous pouvez la voir, hein, elle est assez noire la viande. Il y a une grosse odeur de barbecue, ce qui est assez bon. Bref, ils adorent ça. Alors attention, je ne vais pas manger toute cette viande tout seul. Hein. Je me fais aider, mais c'est très bon. La viande est très bonne. Ils ont une très bonne viande de toute façon. De très bonne viande les Colombiens. Alors ici les amis en Colombie, c'est les vacances d'été. En fait décembre, janvier en Amérique latine, ça correspond à juillet, août en Europe. Donc là, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent, qui sont en vacances, etc. Parce qu'en Amérique latine, c'est l'été. L'été, c'est à partir de fin octobre, novembre à mars. Là, c'est la période vraiment été. Alors, il n'y a pas vraiment d'hiver, été, automne ici. Saison sec, saison pluvieuse. Donc, il n'y a pas vraiment d'été-hiver. C'est juste une partie de l'année où c'est plus vert qu'une autre. Et là, on rentre dans la période vraiment d'été. On est bientôt fin décembre, mais c'est encore assez vivable en termes de chaleur. Il ne fait pas encore aussi chaud que ce qu'il fait fin janvier, février. Vraiment, en février, je pense que c'est le pire mois. Il fait vraiment très chaud. Même mars, c'est pas invivable, mais il fait vraiment très chaud, quoi.
Les gars, on vient d'arriver de notre trip. Donc on est parti du restaurant, on est allé visiter la maison du père de ma copine. Et puis là, on vient d'arriver à l'Airbnb. C'était complètement fou, franchement, ce qui s'est passé. C'était une super longue journée. On a joué d'ailleurs après au Tejo, le jeu, la pétanque colombienne. On y a joué. C'était cool d'ailleurs. J'ai très difficilement réussi à faire exploser le pétard là qu'il y a sur le jeu. On est super, alors on n'est pas forcément crevé parce qu'on a bien dormi cette nuit, mais par contre on a le corps, on est mort. J'ai des courbatures sur toutes les jambes, des hanches. J'ai même des courbatures aux hanches, ce qui arrive très rarement. En général, c'est des grosses randonnées qui font ça. J'ai super mal aux hanches. Bref, c'est terminé. C'était un super week-end. J'espère que le premier vlog vous a plu. Il y en aura encore 2 comme je vous ai dit. Je voulais quand même terminer sur le 6e conseil que je voulais te donner pour être un top closer en 2026, mais aussi c'est surtout ce qu'il ne faut surtout pas faire en 2026 pour être un top closer, et c'est tout simplement de ne pas savoir comment terminer ces appels de vente et ne pas savoir comment surmonter les dernières petites objections que tu pourrais recevoir. Les hésitations, les je dois y réfléchir, les je dois en parler à ma femme. Vraiment ce côté leadership que tu auras besoin, dont tu auras besoin en fin d'appel. Sache qu'en 2026, c'est plus possible de laisser passer ces prospects parce qu'ils ne reviendront jamais. Déjà qu'à l'époque, ils revenaient peu. En 2026, je te garantis, il y a de plus en plus de concurrence. Les prix sont de plus en plus… comment dire, tes prospects, ils ont l'habitude de voir des closers, ils ont l'habitude de faire des appels de closing, etc. Tes prospects, s'ils veulent y réfléchir en fin d'appel et que tu n'arrives pas à les aider à surmonter ces dernières craintes, ces dernières hésitations, ça sera mort. Donc vraiment, il va falloir que tu apprennes à gérer ça. On a fait plein de vidéos sur le sujet, sur la chaîne YouTube, on va encore en faire. Mais voilà, vraiment, entraîne-toi à devenir un vrai leader en fin d'appel, à savoir surmonter les dernières objections, à savoir reprendre toute la douleur que tu as eu en appel de tes prospects et les remettre à la fin dans les objections pour leur faire comprendre que s'ils ne prennent pas de décision maintenant, ils vont juste continuer de vivre un jour de plus, une semaine de plus, un mois de plus, peut-être même une année, voire 10 ans de plus dans cette situation avec ce problème-là. Okay, il va falloir que tu t'entraînes à faire ça parce qu'à la fin de la journée, c'est ce qui paye. Okay, les objections, c'est pas ça qui fait la vente, mais c'est ce qui paye quand tes prospects ils hésitent. Il faut savoir les surmonter. Donc voilà, j'espère que ce vlog t'a plu. Moi en tout cas, j'ai pris du plaisir à le filmer, à te montrer un peu la Colombie. C'est que le premier, il y en aura encore 2 autres. Donc voilà, ça va être cool. À très bientôt. Ciao, ciao.